d'ailleurs que ce mouvement des Gilets jaunes n'avait pas eu la chance de se doter d'un leader charismatique, dans lequel les gens se reconnaissent. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont nombreux à se revendiquer comme, quelque part, les fondateurs historiques. Vous avez Éric Drouet, celui qui appelle à défendre le voile islamique et qui appelle les racailles de banlieue à venir renforcer le mouvement, qui se réclame un petit peu le fondateur historique. Vous avez Priscilla Lulowski, qui, elle, va voir le clan Amara. Oui, le clan... J'ai un trou. Amara Traoré, vous voyez, j'ai du mal, et qui explique, j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, et qui explique que la conjonction des luttes est nécessaire entre les gilets jaunes, donc, et quelque part les victimes de la police que serait ce comité dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Hein, vous avez également, parmi ceux qui se réclament des fondateurs historiques, vous avez, comment il s'appelle, Nicole, celui qui a toujours la casquette en arrière, là, et qui, lui, explique que le vrai problème en France, c'est pas l'islam, c'est qu'il faut être islamophile et qu'il faut être judéophobe. Bon, vous avez Jacqueline Moureau, qui manifestement avait l'air de se rêver un avenir à Bruxelles, tout comme Ingrid Levavasseur, je crois, et quelques autres. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ces porte-paroles qui ont été utiles à un moment. Hein. Il ne s'agit pas, Drouet a fait des choses bien, ils ont tous fait quelque chose de bien, mais malgré tout, chaque fois que vous les voyez passer à la télé, il n'y en a pas un dans lequel les Français se retrouvent. Il n'y en a pas un qui donne envie, qui par son discours montre qu'il aime la France, montre qu'il est porteur d'un sursaut de son pays. Et donc on a invité pour ça Franck Buller, qui lui est, je crois, le vrai fondateur historique des Gilets jaunes. Il va vous expliquer pourquoi. Il va vous expliquer pourquoi il a choisi de se mettre en retrait au début du mouvement des Gilets jaunes. Et il va surtout vous expliquer aujourd'hui quel bilan il tire de ce mouvement et surtout quelle perspective il lui donne. Je vous remercie. Donc il nous vient de Toulouse, il a pris l'avion ce matin. Je vous remercie d'applaudir Franck Buller. Merci Pierre. Bien, on a parlé de beaucoup de choses, de haute volée, de philosophie, de constitutionnalité. Je vais être un petit peu plus terre à terre. Je vais vous raconter la vraie histoire du mouvement des Gilets jaunes, dans son anecdote, dans la façon dont ça s'est déroulé et comment ça a commencé avant même que ce soit le mouvement des Gilets jaunes. Tout a commencé par un plein d'essence avec le chiffre 71 marqué sur la pompe. C'était ma voiture et j'étais foudrage. Je suis rentré chez moi, je me suis mis sur Facebook, j'y passe 16 heures par jour parce que c'est mon métier. Mon métier, c'est de faire des buzz pour des entreprises, pour des clients privés, de faire en sorte que des vidéos ou des publicités aient le plus de vues possible. Et j'ai donc fait une vidéo, et dans cette vidéo, j'ai appelé au blocage total du pays, j'ai appelé à la révolte, et j'ai appelé à manifester et à mettre fin à l'économie, à bloquer l'économie du pays pour protester contre le prix de l'essence. En l'espace de quelques heures, j'ai d'abord été repris par les gens qui me suivaient politiquement, que nos adversaires appellent la fachosphère et que moi j'appelle la patriosphère. J'ai diffusé, j'ai été repris. En l'espace de 12 heures, ma vidéo avait 3 millions de vues. En l'espace de 24 heures, 4 millions et demi. Et puis, ça s'est mis à ruisseler sur ceux qui sont devenus les premiers leaders, entre guillemets, de ce mouvement. Alors, il faut préciser que dans cette vidéo, j'indiquais que je choisissais la date du 17 novembre. Cette vidéo date du 23 octobre. Hein. Je choisissais la date du 17 novembre parce que j'avais vu passer sur mon mur d'actualité un petit événement qui appelait à manifester contre le prix de l'essence également, porte de Bercy à Paris. Ce petit événement avait 200 inscrits. J'ai fait ma vidéo et il y a eu quelque chose d'énorme qui s'est produit, une déflagration. Une déflagration qui a ruisselé. Les gens se sont mis à trouver et à diffuser d'autres
contenus qui étaient là sur Facebook et qui n'avaient pas été repérés. Tout d'abord, la vidéo d'une dénommée Jacqueline Moureau, qui était là depuis 2 mois sur Facebook, qui avait 3000 vues, dans laquelle elle demandait où est passé le pognon, mais elle n'appelait pas à manifester, elle n'appelait pas à bloquer le pays, et elle ne parlait pas du 17 novembre. Et puis, il y avait également une pétition, la pétition de Madame Ludowski, qui comptait 1500 signatures quand j'ai fait ma vidéo, qui a été partagée et qui a réuni 1 million de signatures dans les jours qui ont suivi. Ainsi que Madame Moureau, qui est passée entre 3000 vues du départ à 6 millions de vues quelques jours après ma vidéo. Et puis, il y a 4 individus qui m'ont téléphoné, qui m'ont joint, qui m'ont dit « mais voilà, vous parlez dans votre vidéo de quelqu'un qui a choisi la date du 17 et de manifester contre le prix de l'essence, c'est moi qui ai fait cet événement. » J'ai regardé, j'ai cherché 3 imposteurs, dont l'un qui était le collaborateur d'un maire pas très loin de chez moi, et puis un dénommé Éric Drouet. Voilà. Et puis la presse, bien entendu, les coups de téléphone, allô, bonjour, c'est Monsieur Pujadas, allô, bonjour, c'est Madame Crespo-Mara, allô, bonjour, c'est Thierry Ardisson. Et j'ai commencé à aller dans la presse, sur différentes radios, Sud Radio, chez notre ami André Berkoff. Je dis notre ami parce que c'est un journaliste qui, je crois, est de notre côté. Et ils sont suffisamment rares dans les grands médias pour lui rendre hommage. Donc André Berkoff, que je connaissais un petit peu déjà. Et puis, ça a fait boule de neige, c'est devenu quelque chose de plus en plus important. Un garçon qui est retombé immédiatement dans l'anonymat a eu l'idée de faire une vidéo en disant si vous soutenez cette manifestation contre ce que j'avais appelé l'oppression fiscale, eh bien mettez des gilets jaunes sur le pare-brise de vos voitures. Avant ça, ça ne s'appelait pas encore les gilets jaunes. C'est devenu les gilets jaunes, donc quelques jours après ma vidéo, grâce à la vidéo de ce garçon qui est retombé dans l'anonymat. Et puis j'ai commencé à être invité, j'ai fait une télévision, j'en ai fait 2, et mon ancien parti, pour se venger, parce que j'avais démissionné et que j'étais allé dans un autre, a sorti des informations très désagréables sur moi, qui en l'occurrence étaient également fausses, et je n'ai pas pu continuer à parler de cette lutte que je souhaitais contre l'oppression fiscale et contre le prix insupportable de l'essence, parce qu'on ne me parlait que d'une chose: est-ce que c'est vrai que vous avez été exclu de chez un tel? Est-ce que c'est vrai que vous avez été exclu pour islamophobie? Et ça n'intéressait plus. Il n'y avait plus que ça qui intéressait la presse, uniquement ça. Alors j'ai décidé de me mettre en retrait pour ça, et j'ai également décidé de me mettre en retrait pour une raison constitutionnelle. Parce que il n'y a qu'une seule chose qui soit supérieure aux gens qui ont été élus au suffrage universel. C'est ceux qui les ont élus, c'est-à-dire le peuple souverain. Et par définition, le peuple souverain n'a pas de leader, le peuple souverain n'a pas de visage, le peuple souverain n'a pas de chef. Le peuple souverain, c'est le peuple. Et constitutionnellement, il est le seul à pouvoir dire au président de la République, il est le seul à pouvoir dire aux députés, nous sommes le peuple, nous vous sommes supérieurs. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis retiré, que je n'ai jamais voulu qu'il y ait de leader et que je me suis toujours opposé farouchement à tous ceux qui par la suite sont devenus de soi-disant leaders autoproclamés. Parce que ces gens-là n'avaient aucune légitimité, d'abord parce que le mouvement était pluriel, ensuite parce qu'ils n'avaient pas été élus, et enfin parce que s'ils avaient été élus, ils auraient quand même été les inférieurs des élus du suffrage universel. Donc je me suis retiré. J'ai disparu, j'ai cessé d'aller à la télévision, j'avais des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil, et puis finalement, le téléphone a cessé de sonner, et j'ai dit aux différents journalistes, eh bien, c'est le peuple, donc invitez à tour de rôle les gilets jaunes, invitez des gens sur les ronds-points, et puis commencez, et c'est là où j'ai commis une erreur fatale, et je m'en excuse auprès de vous tous, parce que malheureusement, le triste état actuel du mouvement des Gilets jaunes
que j'ai pourtant créé, c'est aussi de ma faute. Parce que j'ai dit aux journalistes, eh bien, commencez par inviter M. Éric Drouet, qui a eu l'idée du 17 novembre. Et il a tenu le crachoir, et il ne l'a plus lâché. Il ne l'a plus lâché. Et il a accumulé, pardonnez-moi de vous le dire, des conneries. Jacqueline Moreau, elle a très vite disparu, elle a été rejetée très fort parce qu'il s'est vu immédiatement qu'elle était là pour profiter, pour négocier, pour avoir une place. Disparue. Priscilla Ludowski, quelqu'un de très discret, sans grande importance, elle vient d'essayer de faire le village des Gilets jaunes sous la Tour Eiffel. Pourquoi pas le village des Schtroumpfs pendant qu'on y est? Elle attendait je ne sais pas combien de personnes, ils étaient 40. Et restait donc Éric Drouet, qui s'est mis en avant, et puis qui a invité ses petits copains, le dénommé Fly, Maxime Nicole, que j'ai eu au téléphone, qui est gentil, dans tous les sens du terme, il est gentil, hein. Ah ouais. Bref. Et puis un autre, un dénommé Chalençon. Alors Chalençon, lui, il s'est fait acheter par Bernard Tapie, avec Madame Levavasseur. Alors ça a été facile de leur casser les pattes, parce que ces gens-là ont fait la bêtise de me téléphoner et de me dire « Bernard Tapie est venu nous voir, il met à notre disposition des locaux dans le journal La Province, on va faire une liste électorale, viens avec nous ». Je l'ai fait savoir, et vous avez dû voir sur Facebook une petite affiche jaune où était raconté tout ça. C'est moi qui l'ai diffusé. Donc bien entendu, il n'était pas question que Bernard Tapie, pour régler son problème de procès, utilise le mouvement des Gilets jaunes. Et puis Drouet a fait n'importe quoi. Le mouvement était magnifique. Le 17 novembre, selon CNN qui a enquêté, et de façon sérieuse, il y avait 2 millions de Gilets jaunes dans la rue. Et majoritairement, c'était des patriotes. C'était des petits artisans, c'était des petits commerçants, c'était des chefs d'entreprise, c'était des gens qui n'arrivent plus à vivre de leur travail dignement dans ce pays parce qu'ils sont écrasés d'impôts. Ce sont des gens qui se rendent compte que leurs voisins, qui ne travaillent pas et qui au RSA vivent mieux qu'eux, qui font 70 heures de boulot par jour. C'était ça au début, les Gilets jaunes. Et puis, il y a eu Drouet. Il y a eu Drouet qui a appelé, par exemple, le 5 février dernier, à faire la grève générale avec la CGT et à se joindre avec la France Insoumise. Et puis les Gilets jaunes, qui étaient un mouvement majoritairement de droite, et de loin, jusqu'aux fêtes de fin d'année, trêve des confiseurs, on peut le comprendre, a mal repris ensuite, et a été totalement récupéré, et aujourd'hui, à quelques exceptions près, qui sont ici, et qui est aujourd'hui totalement tenu par la CGT et par la France Insoumise, parce que Éric Drouet a appelé ces gens-là, s'est allié avec eux, et parce que la presse et les médias, que M. Bild dénonçait, a également fabriqué, parce que ça les arrangeait, des leaders, et des leaders qui les arrangeaient. Pas des gens de droite, mais des gens bêtes, déjà pour pouvoir les casser. Et également des gens de gauche, qui auraient des revendications qui feraient peur à la majorité des Gilets jaunes. La majorité de droite, celle des commerçants, des artisans et des petits patrons, qui sont rentrés chez eux quand ils ont entendu qu'il était question de créer de nouveaux impôts, qui sont rentrés chez eux lorsqu'ils ont compris que finalement on n'était plus dans le on baisse les taxes parce qu'on crève, mais qu'on était désormais dans on augmente le SMIC, parce que ces gens-là, du coup, ils allaient se retrouver encore plus étranglés. On était tous d'accord pour lutter contre la baisse insupportable du pouvoir d'achat, mais les vrais gens qui étaient là le 17 novembre, les vrais premiers Gilets jaunes, qui ne sont plus les Gilets jaunes d'aujourd'hui, ils voulaient qu'on baisse les impôts. Ils ne voulaient pas qu'on augmente le SMIC. Et c'est par la baisse des impôts qu'ils souhaitaient que le mouvement réussisse. Et c'est pour cela que ces gens-là se sont retirés. Et c'est pour cela que les 2 millions de personnes qui étaient dans la rue le 17 novembre ne sont plus dans la rue aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la rue, il y a qui? À part quelques patriotes, il y en a encore quelques-uns. Aujourd'hui, dans la rue, il y a qui?
il y a la CGT, il y a la France Insoumise, il y a les casseurs, et le gouvernement est ravi. Il est ravi parce que les gilets jaunes de droite, les 2 millions, sont rentrés chez eux parce qu'ils sont dégoûtés et parce qu'ils ne veulent pas appuyer certaines revendications. Ils sont ravis parce que les soi-disant leaders sont des imbéciles et qu'il est très facile de leur clouer le bec et qu'ils font rire tout le monde tellement ils sont idiots. Et le gouvernement est ravi parce qu'il y a de la casse et parce qu'il y a la CGT et parce qu'il y a la France Insoumise et que le mouvement se délite. Alors, comment je vois la suite des événements ? Je ne suis pas extrêmement optimiste. Je pense déjà que pour commencer, comme je le clame, mais en vain, puisque je ne suis plus écouté, par ma faute, parce que je me suis retiré, il faut déjà commencer par cesser de manifester dans Paris. C'est une souricière et ça ne rime à rien et ça ne bloque rien. Et les gens de la région parisienne qui veulent manifester, ils ont un boulevard pour manifester. Et ce boulevard, il porte un nom, c'est le périphérique. C'est tout. Il suffit de 1000 voitures pour bloquer totalement Paris. C'est le périphérique. Et ce qui a marché, et ce qui a fait le grand succès et la grande peur du gouvernement, c'était qu'il y avait partout en province des blocages devant les préfectures, devant les centres des impôts, sur les ronds-points, sur les ponts. Dans mon petit village de 800 habitants, il y a eu une manifestation pour la première fois dans son histoire. Sur 800 habitants, dont une grande majorité de retraités, nous étions 40 à bloquer le pont. Et c'était comme ça dans toute la France. Et ça a fait peur au gouvernement. Alors les moutons qui défilent dans Paris, bien gentiment, pendant 12 km, ça fait rigoler tout le monde, ça démotive, ça ne gêne personne. Les casseurs, qui arrêtent de manifester comme les moutons, mais qui décident de casser les vitrines, ça arrange le gouvernement, parce que ça fait encore plus peur, et ça provoque encore plus un rejet. Si le mouvement des Gilets jaunes a un avenir, et je n'en suis pas sûr, cet avenir, il est partout ailleurs, sauf à Paris. Et il est de se remobiliser, il est d'aller sur les ronds-points, et il est de bloquer l'économie de cette façon-là, et d'être présent partout sur le territoire, et surtout en auto-organisation. On m'a posé la question après ma vidéo entre le 23 octobre et le 17 novembre. On m'a dit, on va où? On manifeste où? J'ai reçu des milliers de messages comme ça, c'est tout juste si on n'ajoutait pas chef à la fin. Et à chaque fois, j'ai répondu la même chose. Monsieur, madame, vous prenez votre téléphone, vous appelez votre famille, vous appelez vos amis, vous leur demandez d'appeler leur famille, vous leur demandez d'appeler vos amis. Quand vous êtes 50, quand vous êtes 100, vous choisissez une cible et vous y allez. Vous bloquez cette raffinerie, vous bloquez cette station-service, vous bloquez cette grande surface. C'est ce que les gens ont fait le 17 novembre, c'est ce qui a marché avant qu'il n'y ait des leaders, avant qu'il n'y ait M. Drouet, et lorsque le gilet jaune, c'était le peuple, tout le peuple, et rien que le peuple. Sans leader, sans chef, et en auto-organisation. L'avenir, il est là, ou l'avenir, il n'y en a pas.